Au cœur de cette rubrique accueillant un singulier conseil d'écriture, ou plutôt un conseil d'écriture au singulier, cette vidéo fait partie d'un ensemble intitulé « N'écrivez surtout pas de livres », et encore moins des fictions, et ce tome 3 répondra à la question « En 2000 quelque chose, le monde du livre est-il aux mains de gens irrespectueux de votre travail ?» Voilà qui gâcherait la fête, non? Le titre provisoire de ce tome 3 est « N'écrivez pas de fiction », parce que les éditeurs sont des plaisantins. Petite mise au point préalable. Il faut comprendre qu'à l'instar de l'architecte ou du cinéaste, un écrivain ne travaille jamais seul. On est nombreux sur le truc, un peu trop nombreux ici, comme il se disait dans les cuisines d'un certain grand restaurant. Et la présence de l'auteur semble d'ailleurs superfétatoire. Le dit auteur compte d'ailleurs à peine pour 10% dans les calculs de son éditeur, soit bien moins que le gars qui conduit la voiture pendant une attaque de banque. Superfétatoire, ça veut dire qu'il s'ajoute inutilement à une chose utile. Donc publier son œuvre revient à intégrer une équipe qui monte au braco, le suspense en moins, dans une époque où il se dit, au sein même d'ailleurs de ce milieu joli mot, que la valeur marchande d'un titre prime souvent sur celle des idées qu'il contiendrait, eu égard au tirage et donc au paiement du 13e mois de toute une profession. 13e mois, ce sont des cadeaux pour les gosses, couper l'hiver en Thaïlande, etc. Ce n'est pas négociable. Mais après tout, en 2000 quelque chose, l'hôpital lui-même se doit d'être rentable. L'université, votre lieu de culte préféré sans doute aussi. Alors, pourquoi pas les idées qu'on vend sur papier? On les vend aussi sur tablette, mais ceci est un autre sujet. Notez à ce stade, écrivain potentiel à la recherche de conseils qui concerneraient le joyeux petit monde de l'édition, que lorsque vous investissez dans la fabrication d'écrous, en dehors d'un regard sur la production de vis et l'offre d'écrous de vos concurrents selon les cours mondiaux du métal et la demande, vous n'avez à peu près rien d'autre à surveiller. Le succès sera lié à la qualité de vos fournisseurs, à votre prix en magasin négocié avec le revendeur et à la chaîne, joli mot, logistique. Maintenant, quand vous mettez sur le marché du papier imprimé, les choses sont complètement différentes. Le prix d'un écrou, c'est clair, celui d'un bouquin, bah non. Le papier en 2020, c'était aux alentours de 40 € la tonne, soit pas grand-chose. Et avec une tonne de papier, vous publiez à minima 5000 bouquins. Inutile de dire que le rapport n'est pas celui de la cocaïne, mais il n'est pas non plus celui du navet si par hasard vous étiez maraîcher. Cultivons notre jardin, j'ai bon, je reste dans ma logique de départ. Puisque nous sommes dans le monde des petits commerçants, comparons au passage la situation de l'éditeur avec celle d'un galeriste, d'un vendeur de tableaux, d'un négociant en art, qui marge, lui, à 60%, petit joueur. Comme la toile et le châssis ou tout autre support de tableau, disons Vénus et l'amour voleur de miel de Lucas Cranach l'Ancien, 1526, huile sur bois, 81,3 x 54,6 cm, on en aurait là à tout casser pour, disons, 40 € de matériel. Or, les experts parleraient en dizaines de millions de dollars si la National Gallery de Londres s'amusait à organiser une vente du dit tableau, ce qu'elle se gardera bien de faire, et c'est dommage parce que ce serait marrant. La pièce en question est reconnue comme une œuvre volée par les GI américains en 1945. Comme quoi, il se trouve des plaisantins ailleurs que dans l'édition, les milieux artistiques en sont infestés, il y a autant de plaisantins dans le monde de la musique que dans celui de la peinture ou de l'édition. Qu'il y a de punaises dans un lit de Thénardier, dans l'œuvre de Victor Hugo, ou dans tout Dickens, si, comme Flaubert, vous n'aimez pas Hugo. Mais ceci est un autre sujet. Bon, on passe sous silence qu'au niveau matériel, il y a sans doute là aussi, et surtout, les tripes, le cœur et l'esprit d'un homme de génie. Et puis, plus concrètement, la vie d'un homme, d'exception, complètement bousillé. Mais ce dernier point ne compte pas en 2000 quelque chose, où la télé-réalité, les conseillers militaires américains et le sport vous bousillent de pauvres airs par pelleté. Si le sujet vous intéresse, les compagnies d'aviation chiffrent très clairement le prix de la vie d'un homme ou d'une femme, d'exception ou non, la vôtre. Et si vous voulez savoir combien vous valez, il vous suffit de lire les petites lignes d'un billet d'avion. Spoiler, le prix, en dollars bien sûr, ne sera pas le même en fonction de votre numéro de siège. Mais ceci est un autre sujet. Revenons à notre Vénus et l'amour voleur de miel de 1525, 1526 ou 1527, on ne sait pas. À l'instar des panneaux de bois peints d'un Lucas Cranach l'Ancien, le papier devenu bouquin, ça n'a que très peu de valeur en soi. Allez, de l'arbre au libraire, peut-être 65 centimes d'euros pour un livre de 300 pages. Mais le prix d'un chef-d'œuvre ou celui d'une bouse imprimée, c'est avant tout celui qu'on lui attribue, et là, si on sait y faire, ça peut rapporter énormément. Le truc, c'est au fond le même que celui de tout vendeur d'épluches légumes magiques à la foire de la saucisse à Argenton-sur-Creuse. Il faut que le chaland attire d'autres chalands et qu'ensuite, au final, tout acheteur potentiel ressorte convaincu qu'une fois rentré chez lui, il aura en main un truc exceptionnel pour un prix modéré. En gros,
Si on parle diffuseur de papier imprimé, face à un éditeur comme face à la Banque de France, on n'achète que quand on a confiance, quand on est convaincu de faire une bonne affaire. Et le hic est là. Quelle est la valeur du papier imprimé? Contrairement à la peinture, par exemple, où c'est bon, on peut ne faire la lumière que sur les tombeaux, une fois le gars mort et enterré depuis belle lurette. Un artiste d'ailleurs, c'est plus rentable mort que vivant. Or, il se trouve que les bouquins, non. Un livre, c'est comme une pizza. Refroidi, c'est souvent juste cartonneux. L'éditeur a toutefois un atout dans sa manche. C'est que Madame Michu ne s'y connaît ordinairement pas plus en peinture qu'en littérature, donc il suffit d'investir sur des professionnels qui sauront convaincre cette Madame Michu qu'Amélie Intel ou Bernard Truc écrivent des choses passionnantes. Le hic, c'est que ça coûtera des sous. Ce sera un investissement de foutre en vitrine Amélie et Bernard. Il faut toujours trouver de l'eau pour amorcer une pompe. Mais au fait, si l'on réfléchit au passage, le vrai boulot de l'éditeur ne serait-il pas, outre de publier Amélie et Bernard, de savoir miser sur un cheval qui, une fois lancé, permettrait à coup sûr les retours sur investissement. Et donc, le boulot d'éditeur consisterait surtout à choisir son gars, qu'il n'aille pas partir en vrille dès le 2e ou 3e titre avec tous les sous-sous qu'on a mis sur sa tête de gondole. Bon, redescendez. C'est pas comme si ce que je vous racontais là était improbable, parce que ça se passe exactement comme ça. Et d'ailleurs, suite au choix du canasson sur lequel miser, il est entendu que l'éditeur s'arrangera avec les collègues pour que personne ne vienne lui faire de l'ombre. Son poulain est un prof de maths qui dépeint de long en large et en noir et blanc son braque de Weimar, mais quelle idée géniale! Alors dès lors, mort à tous les autres écrivains potentiels qui voudraient parler de boxer ou de caniche en couleur sépia. Bon, je le confesse, tout n'est toutefois pas si simple. Comment savoir à l'avance si Amélie Intel ou Bernard Truc présenteront un retour sur investissement permettant de payer l'école privée de votre fiston? Tout est là. Il existe une part d'imprévu dans les jeux de hasard, expliquait passionnément Lucky Luke à Joe et Dalton dans Dalton City, si mes souvenirs sont bons. Mon conseil, éditeur, commence avant tout par hériter d'une maison d'édition. Fais ensuite des études de commerce, c'est important le commerce, et vends le catalogue de papa pour avoir du cash en attendant la pépite. Une école anglaise pour orphelins sorciers, jouer à la manière d'un bulletin euro-million dans une collection satellite qui te sauvera des eaux. Le cash flow, ça permet de miser un peu partout sur le tapis de roulette. C'est bien pratique. Il faut savoir qu'il n'existe pas de recette à un succès d'édition, sauf faire sérieusement son métier, me souffle Madame Michu. Par contre, et contrairement à la roulette, où seul le croupier triche, un éditeur, comme ses mamies tous les soirs au casino d'Anguin, a appris à cligner de l'œil comme il faut pour que le croupier fasse pencher la balance du côté Amélie Intel ou Bernard Truc. Donc je vais vous détailler ici ces clins d'œil au croupier destin, et bienvenue dans le monde de l'édition, donnez-moi la main, ça glisse, faites attention à ne pas vous salir. Les magouilles sont légion. Commençons par la plus usuelle, celle du matraquage. Les politiques français, admirateurs de tiers sans doute, ont remis à la mode la chose, le bidule, comme disait le général de Gaulle. Quelle est donc cette première matraque agitée sur le crâne du lecteur potentiel? En 2000 quelque chose, elle consiste à régler les notes de frais de journalistes prostitués qui vous mitonneront en retour et aux petits oignons des critiques tout ce qu'il y a de baveux. Problème, ça paye plus tant que ça. D'abord parce que plus personne ne lit les journaux qu'il faut subventionner, et puis tout fout le camp en 2000 quelque chose. Regardez, les journalistes unanimes disaient de voter dans telle direction, et au premier tour, les gens n'ont pas obéi, ils n'en font qu'à leur tête, quelle époque je vous jure. Il existe d'autres magouilles. Vous vous arrangez pour trouver un papier qui certifie que vous avez publié 100 000 exemplaires. Bon, vous en achetez vous-même 70 000 par exemple. Et vous ressortez en librairie le machin, qui n'a pas marché, avec un joli bandeau cette fois, un bandeau rouge, 100 000 exemplaires vendus. Vendus, le mot est juste. Résultat, Madame Michu offrira votre bouquin à Monsieur Michu pour la Saint-Valentin parce que Monsieur Michu aime bien les livres et que s'il y en a 100 000 vendus, c'est parce que c'est bien. Mais la magouille, une fois encore, fonctionne de moins en moins. Tout fout le camp, je vous l'ai dit. Autre exemple. Pendant longtemps, la magouille de magouille, c'était les prix littéraires. En France, vous connaissez les prix de l'Académie française, les prix Femina, Goncourt, Interallié, Médicis, Renaudot. Là, vous ne prostituez plus des journalistes, pas besoin, vous prostituez directement des écrivains, lesquels font marcher leur téléphone avant de voter, les ascenseurs se renvoient à vitesse grand V, on vote pour son éditeur. Joli, non? Malheureusement, trop de prix littéraires tuent le prix littéraire, et en 2000 quelque chose, il en existe en France, 3000. C'est beaucoup, non? Heureusement, un éditeur n'est pas seul. Il a tout plein de petites mains dont je vais vous détailler ici l'harassante profession. Vous allez devoir vous coltiner un lexique, je suis désolé. Pour commencer, savez-vous ce qu'est un lecteur de maison d'édition? Le gars, la femme, est là pour trouver de nouveaux talents et elle s'y emploie sans s'étonner que les anciens talents passent à la trappe plus vite que la lumière. Lumière, le mot pose question.
Ce lecteur, souvent un fils d'eux, ou cette lectrice, en très grande majorité, travaille un œil sur le rétroviseur, c'est-à-dire sur ce qu'en fac on lui a dit qui était bien, et l'autre œil sur l'état des stocks. Un titre sur les cochons bleus a cartonné en septembre l'an passé, vivement que cette année je déniche un brûlot sur les dindes vertes. Et le même, si possible, le même mais différent. Un collègue avait mis la main sur un grand-père manchot qui tenait son stylo avec la bouche, 42 articles non payés, rien que pour ça. Ah, si je pouvais cette fois dénicher une adolescente qui tape ses textes avec ses pieds. Tout lecteur, toute lectrice de maison d'édition sait que son patron ne va pas forcément suivre, accompagner un créateur jusqu'à son deuxième, son troisième opus. Et je précise qu'on parle d'une personne qui écrit, soit par définition quelqu'un de sensible, de fragile. On ne parle pas d'un CRS ou d'un notaire. Nous parlons d'une personne ultra sensible qu'on va abandonner en pleine nature dans quelques semaines. Le lecteur le sait, mais pour qu'il touche son chèque, qu'on lui paye ses petites fiches expliquant pourquoi il a tout lu, bien sûr, mais qu'il n'a pas aimé, il faut que sa maison d'édition prospère. Il y a bien les subventions du Conseil général, mais il s'agit surtout d'occuper du métrage d'étagère chez les libraires. Si nos collections occupent 10 mètres linéaires, le lecteur potentiel reconnaîtra nos produits. Donc, de la même façon qu'à Sao Paulo, il est plus rentable de construire un nouvel immeuble plutôt que d'entretenir, voire de finaliser le premier, là c'est pareil. Il est plus bankable pour un éditeur qui a publié un auteur breton de l'oublier vite fait et de publier plutôt, cette fois, un auteur normand. Le Conseil général de Bretagne vous a fait économiser les petits fours et a rempli les bibliothèques des écoles de Bretagne. On fait le même coup, mais cette fois en Normandie. Il faut savoir qu'en se démerdant bien, les copains à la culture dans les administrations vous paient à peu près 100% des coûts unitaires du nouvel auteur normand. Petit truc de lecteur de maison d'édition. De la même façon que la personne chargée de l'horoscope dans un journal recopie en les remettant au goût du jour les rubriques astrologiques de son journal paru en 1960, un lecteur bien organisé a en tête une vingtaine de critiques types qu'il lui suffit de recopier en les adaptant. Il détecte en 3 minutes chrono à quel type de manuscrit il a affaire. Historique savant, chiant. Heroic fantasy, immature. Mémoire de tout-bib de province, trop réaliste. Femme battue, l'autobio est à réécrire, ça va coûter trop cher. Quel métier! Savez-vous maintenant ce qu'est un correcteur? Bah oui, vous vous en doutez. Mais il fait aussi à l'occasion de la réécriture, et ça, vous ne le saviez pas forcément. Comment ça marche? Prenez un joueur de foot qui veut faire monter sa cote. Il publie ses mémoires, et pour ça, il monte d'abord au grenier chez lui chercher l'album photo de sa famille qu'il prêtera quelques semaines. Oui, parce qu'à l'instar des fabricants de croûtes de Montmartre, le ghostwriter travaille aussi sur photo. Le footeux enregistre ensuite 2 heures de réponse à des questions qu'on lui pose, toujours les mêmes, des questions types, et ça y est, il a fini ses mémoires. Bravo! Le correcteur-rédacteur aura bien sûr procédé à un léger travail de recadrage, de coécriture, de réécriture, et il a pour mission d'orienter le truc à la demande, souvent en fonction de ce que le public pense déjà du footballeur. On mettra parfois en petit dans l'ours le nom de cette plume, laquelle touche un forfait fixe, genre 1000 balles, et ayez c'est plié. Si le footballeur a confié avoir pris une baffe à 11 ans, d'enfant martyr à diva de la pelouse, c'est le titre. Le footballeur aura prétendu avoir pleuré quand il avait 11 ans en centre de formation. La sensibilité sur la touche. Voilà le titre. Le footballeur a avoué avoir fumé un pétard. L'athlète junkie. Le footballeur n'a rien dit du tout. Ah, place à la créativité. Monsieur tout le monde devient dieu du stade. Là encore, quel beau métier. Savez-vous maintenant ce qu'est un maquettiste? Bah oui, vous vous doutez. Il reçoit un texte en format Word, soit 2000-2500 signes par page, et il va faire rentrer ces 2500 signes dans le format dans lequel sera publiée telle ou telle collection. Un maquettiste, ça chasse les orphelins et ça met en cahier. Un orphelin, c'est un mot isolé en bas de page, il faut le virer et le mettre à la page suivante. Et les cahiers, c'est 16 pages par exemple, c'est ce qui, additionné, constituera un livre. Si le manuscrit fait 4 cahiers plus 2 pages, il est ennuyé, le gars. On va pas mettre 5 cahiers avec 14 pages vides à la fin pour respecter le texte. Non. Alors, le maquettiste téléphone au grouillot qui bulle au service édition. Pas la peine de diriger le directeur de collection pour si peu. Et en 1 heure, ce gars-là, il va vous dégraisser le manuscrit de l'équivalent de 2 pages. L'auteur, bon, s'il s'en rend compte, il la fermera parce qu'il a signé. Même s'il n'a pas encore touché le règlement de la Valoir, mais alors, il faut savoir que, juste pour être publié, il existe certains auteurs qui seraient prêts à vendre leur voiture et à vous filer le pognon. Pourquoi se gêner? Savez-vous maintenant ce qu'est un graphiste? Bah oui, vous vous doutez.
Vous publiez un livre sur les chiens, et ben le graphiste, il a une photo de croquette libre de droit dans un coin et il va vous concocter une couverture de derrière les fagots. C'est bon, on a tout. Les textes, les photos, tout ça. Alors on envoie à l'imprimeur et on fait fi ça parce qu'on a des délais à respecter. Relire, envoyer un bon à tirer à l'auteur, non, on n'a pas le temps. Il ne s'agirait pas de manquer la rentrée littéraire. Ah, la rentrée littéraire. Au fait, savez-vous ce qu'est un imprimeur? Bah oui, vous le savez. Il livre, joli verbe, des palettes de produits aux distributeurs. Avant, l'imprimeur hébergeait les typographes. C'était le sommet de la pyramide dans le monde ouvrier. Mais l'urgence a été remplacée par des machines. Oui, les gars savaient lire, aux besoins de la formation syndicale, et ils étaient compliqués à gérer. Sans compter que pendant leur temps libre, ils pouvaient imprimer des affiches, des tracts. La race s'est éteinte en 2000 quelque chose, le monde ouvrier n'a plus besoin d'aller trop à l'école, et c'est mieux ainsi. Complotiste. Au passage, je vous détaille une petite magouille sympa du monde de l'imprimerie. L'éditeur achète lui-même le papier, ça se fait, et il le fait livrer à l'imprimeur. Ainsi, il paye une marge en moins. L'imprimeur lui certifie en retour, sur facture, 50 000 bouquins. Pour le percepteur et pour l'auteur qui vient toujours se plaindre avec ses 10%, la plaie dans le monde de l'édition, c'est vraiment les auteurs. D'ailleurs, on n'en parlera même pas dans cette liste de métiers du livre. Donc pour le percepteur, officiellement, on a imprimé 50 000 bouquins. Bah, sauf que non. Ni vu ni connu, l'éditeur a fait livrer en fait 2 petites tonnes de papier en plus. Alors l'imprimeur trafique le compte des bécanes à imprimer et il n'y aura pas 50 000, mais 60 000 bouquins livrés. Bénéfice, 10 000 livres sans impôt, ni quoi ni caisse. C'est malin, hein? Mais bien sûr, personne ne fait ça. C'est un peu comme dans la boucherie. Il arrive dans les statistiques des vétérinaires que les vaches vèlent des jumeaux. On sait d'ailleurs que le petit animal fera 80% du poids normal. Eh bien, les statistiques des bouchers sont formelles, c'est faux, c'est archi faux. Parce que 100% des vaches ne mettent bas qu'un seul et unique veau. C'est fou, non? On se demande bien où passent les deuxièmes veaux des statistiques de vétérinaires. Amis de la métaphore tirée par les cheveux, vous l'aurez compris. Mon histoire de 60 000 titres à la place de 50 000, c'est tout aussi faux. Archi faux. Dans le milieu des histoires parisiens, personne ne paye les traites de son voilier avec 1/6 de ses titres imprimés qui sortent d'un chapeau. Non, personne ne fait ça. Mais poursuivons. Savez-vous maintenant ce qu'est un diffuseur-distributeur? The grand mot. À l'origine, le distributeur, c'est le flux et le reflux, soit un stock, virtuel ou non de nos jours, qui va achalander en un clin d'œil les libraires et qui gère leur retour. Retour, l'autre grand mot. Le diffuseur, lui, c'est celui qui fait l'ARTA, le marketing, comme on dit aujourd'hui. Donc pour visualiser le machin, un distributeur, c'est l'armoire à provisions et la cuisine, et un diffuseur, c'est le salon, les salons. Les deux ont fusionné, on trouve aujourd'hui des distributeurs-diffuseurs, ce qui a permis de mettre des centaines de personnes au chômage, mais c'est une autre histoire. À l'instar des marques d'aspirateurs, la branche diffuseur égaye une team de joyeux représentants payés à la prise de commande des points de vente, j'allais dire de libraires. Ce sont des sortes de VRP multicartes qui présentent aux libraires fatigués de telles visites incessantes les nouveautés à venir, qu'ils n'ont par définition pas lues. Amélie Intel, c'est hors de question. Je n'en veux plus, répond la directrice de la maison de la presse de Châtellerault. On parle dans ce cas de remontée d'informations des libraires. Ok, message reçu. Écoute fil le lendemain. Qu'à cela ne tienne, madame. Il faut considérer l'œuvre entière et pas le dernier titre qui était effectivement d'un accès un peu compliqué. Mais figurez-vous qu'on va investir dans la mise en avant de ce titre. On parle dans ce cas de PLV, publicité sur les lieux de vente. Pour un livre acheté, vos lecteurs recevront un porte-clés. Et vous, si vous mettez le livre sur la caisse et vous en parlez bien, en les conseillant à tout va, vous partirez en vacances au Maroc. En congrès, au Maroc, pardon. Comment ça, je caricature? Je ne dis pas la vérité. C'est vrai. Je ne dis pas la vérité, le Maroc, c'est beaucoup trop cher. Savez-vous maintenant ce qu'est une attachée de presse externe? La jeune femme aura, en fin de carrière, un petit cabriolet de sport, bien pratique pour cavaler des vernissages ici à une soirée là-bas. Elle dispose d'un carnet d'adresse, et c'est tout ce qu'on lui demande, tout ce qu'elle a à vendre d'ailleurs. Elle est payée au nombre d'articles dans les journaux sur les bouquins qui sortent. Elle a commencé sa glorieuse carrière chez un chocolatier. Ah, au moins je guettais mes amis à Noël. Et elle la terminera en faisant visiter des appartements. L'immobilier, ça paye. Bon, on arrête ici la visite de ce petit milieu qui est difficile de porter en très haute estime, en 2000 quelque chose. Mais vous en avez compris les grandes lignes. Il existe plein d'autres curiosités lexicales dans le milieu de l'édition, et je ne veux pas prendre le risque de vous ennuyer. Savez-vous ce qu'est un certificat de pilonnage, un justificatif de l'état des stocks, ou une mévente, soit le motif préféré de l'éditeur qui a en tête de casser un contrat
avec un auteur à qui on explique que les livres ne trouvent pas leur public. Mais est-ce étonnant puisque les livres en question n'ont pas quitté une palette filmée poussiéreuse dans un entrepôt à pas cher. Pardon, dans les locaux d'un partenaire spécialisé dans la gestion de la supply chain des libraires, des rayons culturels de la grande distribution, des bibliothèques. Parlons maintenant un peu éthique. Question. Un coiffeur doit-il faire la coupe qu'on lui demande, même si elle est hideuse, ou bien doit-il s'arranger pour dégager l'esthétique d'un visage en fonction de la mode du moment et de l'endroit où vit son client? Lequel client est toujours à l'écoute de conseils. Quelque part, le coiffeur a pour mission d'éduquer le dit client en lui expliquant que la coupe mulet, c'est pas top, et que mieux vaut peut-être essayer autre chose. L'éditeur devrait se poser des questions de Merlin. J'ai pas dit de macro. Publie-t-il pour rencontrer un public? Publier, public, le plus large possible, quitte à réaliser des coupes mulets. Ou publie-t-il en songeant à un intérêt supérieur, dans un combat de tous les jours contre la tendance à la facilité de ses lecteurs? Depuis combien d'années ne décide-t-il plus en songeant à ses auteurs? Lit-il seulement les stats des retours de libraires aux fins de mois si difficiles? Je précise que les 10 retours, c'est lorsqu'au bout de quelques semaines, soit l'espérance de vie d'un livre, le libraire a le droit de renvoyer les invendus et qu'il touchera alors de l'argent en retour, parce que ces réexpéditions à la case départ signifient pour lui une sorte de vente à tarif réduit. On note que je n'ai pas parlé du libraire comme j'ai évité de parler des auteurs. Concernant les auteurs, c'est parce que je vais leur consacrer tout un épisode. Concernant les libraires, je n'en ai rien dit ici, parce que c'est selon moi la seule profession honorable de tout ce système déployé autour du livre. Je reviens à l'éditeur. A-t-il une vision? Se détermine-t-il sans joie pour une Amélie un tel, afin d'insérer telle sorte de texte dans une histoire littéraire qu'il connaît, et qu'il cherche à faire évoluer en apportant sa pierre, et en l'occurrence, à défaut, du gravillon? Songe-t-il, comme Victor Hugo, que de la littérature pourront jaillir des idées qui éclaireront notre pauvre actualité? Auquel cas la postérité notera qu'en 2000 quelque chose, les idées en question étaient quelque peu passées sous silence. L'éditeur fait-il encore un mixte entre les navets à 500 000 qui paieront les petits auteurs en herbe dénichés grâce à son armée de lecteurs et lectrices maison au flair infaillible? De tout temps, son métier n'a pas été facile. D'autant que si tout le monde a du talent et une histoire incroyable à mettre par écrit, en 2000 quelque chose, chacun dispose d'une machine à écrire et les maisons d'édition, par votre conséquence, sont noyées sous des vagues de manuscrits, de tapuscrits comme on dit. En attendant, l'éditeur se comporte avec les auteurs comme un plaisantin. Et allez faire un tour à la librairie du coin, s'il en reste une dans votre coin, vous aurez quelques éléments de réponse quant au sens de l'humour des éditeurs, lequel sens de l'humour porte quelque chose de tragique en lui, parce que le secteur est sinistré, et qu'on aurait tous pu s'en sortir grâce à lui. L'éditeur moderne est un triste cire devenu bout en train. Si, sur le Titanic, il y avait un orchestre, l'actualité de 2000 quelque chose dispose d'une scène de stand-up, et qu'est-ce qu'on se marre. Et si l'on songe à l'éditeur comme une personne qui va bientôt se noyer, on se doute par voie de conséquence que cette personne sera prête à tout pour continuer de flotter. Elle marchera sur la tête de ses auteurs pour ne pas périr. Donc, je réitère mon conseil d'écriture, n'écrivez pas. N'écrivez pas. Pensez aux migraines de l'éditeur face aux factures de l'école privée du fiston, aux affres du maquettiste qui a des pages en trop, aux lecteurs ou aux lectrices qui recopient les fiches le soir sous la lampe au lieu de séparer le bon grain de l'ivraie, au prétexte qu'ils ne trouvent plus de bon grain, sans réfléchir qu'il bosse à la manière d'un galeriste qui jugerait ce qu'on lui amène avec des œillères fixées sur Magritte ou sur Jackson Pollock. En attendant de sombrer tout à fait, l'éditeur table sur les succès d'édition sans auteur. Des gens qui racontent une histoire, un machin et un seul. Le one-shot. Madame Duchemeux raconte « Mon mari crée des jeux vidéo, je n'existe plus pour lui ». C'est le titre. Avec idéalement un tome 2 déjà budgétisé, c'est-à-dire 1000 balles au correcteur-rédacteur. Aimer un robot, un monde de tendresse s'ouvre à la femme du programmeur. Le titre. Voilà, j'en termine. Mon propos n'était pas de vous dire que l'édition est une vaste usine à viande aux tueurs en tenue de clown dont la cible, l'auteur, constitue les morceaux nobles. On pense aux fermes à sang, ceux d'américaines, et sur le dos duquel parasite toute une armée de petites mains sans conscience. Mais s'il s'avérait que c'est l'impression que je vous donne, j'en suis chagrin. Ce qui est sûr, c'est que vouloir publier, c'est prêter le flanc aux banderilles d'un spectacle de désolation. C'est faire de la randonnée sur les ruines d'un champ de bataille où, au lieu de combattre, on s'est livré. Livré, joli mot. Alors, n'écrivez pas. Restez dans le monde des gens sérieux, ceux qui reconnaissent les vrais talents et respectent le travail. Parce qu'écrire, c'est un travail, et c'est le plus difficile que je connaisse.
Écrire, c'est un travail qui attend de vous que vous sachiez lire, regarder, analyser, supputer, comprendre, décomposer, expliquer, aimer, pardonner aussi. Je ne vais pas m'approcher des rapports entre auteurs et personnages, c'est souvent dégoûtant d'ailleurs, parce que c'est un peu indécent et pénible lorsqu'un garagiste évoque ses connaissances en piston ou en joint de culasse. Mais écrire, ça peut vous réveiller la nuit, un peu comme un job de pompier. Sauf que si, actuellement, récemment, le pompier croise le fer contre les pouvoirs publics, il n'en est pas moins, dans une actualité normale, qu'un pompier est l'objet de la considération générale. L'auteur, je n'aime pas le mot écrivain, n'est pas considéré par l'éditeur qui ne voit en lui qu'un canasson, et non pas un cheval de tiercé, ça c'était autrefois, mais un vulgaire cheval de manège. Mon conseil, mais vous le connaissez, n'écrivez pas. Ne vous adonnez pas à l'écrit, il n'y a plus personne pour vous lire. Écoutez plutôt l'écrit autour de vous et agissez. Voilà, j'en termine. Et si vous restez jusqu'à la fin de ce tome 3 sur les éditeurs, vous verrez 2 panneaux de sens interdit. balik. Joseph. On pourrait rester à 2h du matin, hein. On aurait tout ce qu'on veut.